Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Industrie extractive, des parlementaires en formation pour une meilleure gestion des ressources minières. La rencontre a été présidée par le ministre de l'Énergie et des Mines, compte rendu dans cette édition. Décès de Serine Fallou Ndao, l'un des détenus transférés à Rebeuss après la mutinerie au camp pénal. L'association pour le soutien et la réinsertion des détenus appelle le ministre de la Justice à mettre fin aux présumés sévices infligés aux prisonniers et dénonce le mutisme de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Le discours engagé du député Guy Marius Sagna au Parlement de la CEDEAO alimente la polémique au sein de l'institution. Ses collègues africains lui reprochent d'être trop critique à l'égard des chefs d'État africains. La réaction du député a suscité une altercation entre lui et ses homologues. Confirmation pour Balagay ou revanche de Tafatine. L'affiche de ce dimanche fait débat dans le monde de la lutte. Le géant du Baol part toutefois avec les faveurs des pronostics dus à la dynamique de ses performances enregistrées dernièrement. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec la mort d'un des détenus transférés à Rebeuss après la mutinerie au camp pénal. La SRED parle d'un décès dans des circonstances troubles. Un autre détenu aurait été victime de torture à la chambre 9 par des gardiens depuis lundi. La SRED appelle le garde des Sceaux à intervenir pour mettre fin à ces injustices et dénonce le silence complice de l'Observatoire national des lieux de privation des libertés. Pour rappel, les détenus du camp pénal ont entamé une grève de la faim depuis vendredi, selon Ibrahim Afal, président de l'ASRED, qui est l'association pour le soutien et la réinsertion des détenus. Un ressortissant sénégalais âgé de 27 ans a été abattu ce jeudi 18 juillet sur les Champs-Élysées après une agression perpétrée sur un policier. D'après certaines sources, l'assaillant serait un déséquilibré mental. Il aurait menacé au couteau certains policiers avant d'en blesser un au cou. L'agresseur serait le présumé meurtrier d'un adolescent une heure avant les faits qui lui ont valu la mort à Courbevoie. Le ministre de l'Intérieur français, Gérard Darmanin, a apporté son soutien aux forces de l'ordre dans un message sur les réseaux sociaux. Un policier a été victime d'une attaque dans le 8e arrondissement de Paris alors qu'il intervenait suite à un appel d'agents sécurisant une boutique. L'auteur a été immédiatement neutralisé par des policiers en sécurisation. Soutien indéfectible, a écrit le ministre français Gérard Darmanin sur sa page Twitter. 148 des Sénégalais bloqués depuis des mois dans le désert du Niger ont été rapatriés hier à Dakar. Une information révélée par Boubacar Seye, président de Horizon Sans Frontières. Des parlementaires sénégalais ont été sensibilisés sur les enjeux et défis liés à la gouvernance du secteur extractif. Cette initiative de l'USAID, Trace et Forum Civil entre dans le cadre du programme pour la transparence et la recevabilité dans le secteur extractif au Sénégal. Une rencontre donc de 3 jours à Toubab Dialaw qui a été présidée par le ministre de l'Énergie, des Mines et du Pétrole. Birame Souleye Diop réitère la volonté du gouvernement de défendre l'intérêt des Sénégalais tel que le demande la Constitution. Le compte-rendu est signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba. Malgré la richesse que génère le secteur extractif, les populations des zones d'exploitation souffrent. Une situation qui pousse le Forum civil, l'ONG 3D et USAID à outiller les parlementaires sur la transparence et la redevabilité dans ce secteur qui émerge. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, au-delà des efforts qui ont été faits, des efforts très louables, il y a d'autres à faire, surtout en matière de transparence, en matière de redevabilité, et surtout par rapport à l'opérationnalisation des différents fonds qui existent au niveau surtout du ministère des Mines et qui ne sont pas totalement opérationnels parce que les entreprises quand même exploitantes peinent
à respecter leurs engagements. Birahim Seck, de son côté, plaide pour l'audit du coût pétrolier. De notre côté, depuis des années, à travers ce projet USAID Traces, nous portons le plaidoyer pour l'audit des coûts pétroliers. Parce que nous sommes dans un système de régime de partage de production. Donc il est important pour les Sénégalais, il est important pour le gouvernement d'avoir une bonne maîtrise des coûts pétroliers. Venu présider la rencontre, le ministre des Mines donne des assurances aux parlementaires. Donc la volonté du gouvernement, c'est de se conformer à cette prescription constitutionnelle qui dit que les ressources appartiennent au peuple. Et quand on dit que les ressources appartiennent au peuple, c'est que le compte rendu sur la gestion des ressources doit être fait au peuple. Mais également, les bénéfices qui en sont tirés doivent majoritairement profiter au peuple. Cet atelier, qui avait pour cadre un hôtel à Toubab Dialaw, a duré 3 jours. Nous restons avec les parlementaires, mais cette fois-ci, il s'agit de ceux de la CEDEAO et c'est pour évoquer cette scène d'altercation survenue au Parlement de la CEDEAO entre le député Guy Marius Sagna et des collègues africains qui se disent heurtés par son discours très critique sur la responsabilité des chefs d'État africains dans la pauvreté du continent. Il s'exprimait au cours de la session récente du Parlement de la CEDEAO et pendant que Guy Marius Sagna émettait ses critiques, il s'est vu opposer des réactions hostiles de 2 de ses collègues parlementaires. Leur altercation a ainsi conduit à une suspension temporaire de la session. Retour au Sénégal et notamment à Lindiane Jardin, c'est dans la commune de Kaolack que les habitants de ce quartier disent être dépossédés de 20 hectares de leur terre par Modou Ndiaye Rahma, responsable politique de Benno Bokk Yakaar dans la région. Selon ces derniers, Modou Ndiaye Rahma a été inculpé dans cette affaire, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est le fait que le dossier n'ait pas été transmis à la cour d'appel, que le dossier plutôt ait été transmis à la cour d'appel. Face à la presse, ces populations de Lindiane ont interpellé les nouvelles autorités. Je vous propose d'écouter tout de suite Abdoulaye Ndour, porte-parole du jour. Il s'exprime au micro d'Ousmane Dem et de Thierno Diallo. Le nombre d'hectares qui nous opposent, c'est 20 000 mètres carrés, dont 20 hectares. Donc c'est ça qui nous oppose avec Modou Ndiaye Rahma. Et on lui a traduit à la justice. Il a été inculpé par la justice. Et après qu'on a entendu que le juge, la cour d'appel, a pris le dossier en main. Et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'un gars inculpé, on avait déjà satisfaction. Mais vraiment, on est un peu frustré par vraiment ce qui nous revient du droit. Parce que Modou Ndiaye Rahma, un individu qui est venu prendre nos terres, et il a hypothéqué ça avec, en premier temps, je vous ai bien dit qu'avec 500 millions et avec des dossiers. C'est ça, on l'a écrit noir sur blanc. Et avec 2 milliards 200 millions. Au total, ça nous fait 2 milliards 700 millions. 2 milliards 700 millions, pour quelle raison? Parce que même si c'est le maire ne doit pas donner, le maire ne peut pas léguer, le maire ne peut pas donner. C'est le conseil municipal qui doit donner et c'est lui qui doit délibérer. Ce qu'on veut, c'est nos terres. Vous savez que la terre est une richesse pour la population. Allez, nous quittons Lindiane pour Ngomen, un village du département de Bambey où un promoteur privé a bloqué les pistes qui mènent à cette bourgade. Les populations sont clouées dans leur propre village, faute de voies de dégagement, et n'eût été la présence d'esprit de certains habitants, bien une bagarre allait opposer aux populations et usagers de la route. Le point, c'est avec Babacar Diouf et Nongo Ndiaye. Ces habitants du village d'Ungomen et environ sont coupés du reste de la localité. L'implantation d'un nouveau périmètre maraîcher sur leur terre a obstrué
toutes les pistes qui mènent dans ce village. On a barré les routes et il faut savoir que l'école se trouve à des kilomètres de leur village. Il faut savoir que dans les routes, il y a beaucoup de viols. Donc les élèves courent d'énormes risques de viol. Les femmes ont d'énormes problèmes parce qu'on a balayé les routes et c'est à travers des routes qu'on amène les femmes pour aller à l'hôpital. Mais pas tout, les habitants d'Ongomène dénoncent ce qu'ils appellent le non-respect des engagements du promoteur de la ferme agricole. Il faut savoir que nous vivons l'enfer sur terre parce que nous avons besoin d'eau pour nourrir. On a remarqué que dans tous les villages, il n'y a pas d'eau. On n'a pas d'eau pour préparer le repas, ni d'eau pour nourrir nos enfants. Une situation qui a failli conduire à une bagarre ce vendredi. Les routes sont tous barrées. Il faut savoir que celui qui a acheté ces champs-là, ils nous ont promis qu'ils n'allaient pas récolter et semer sur la route. Malgré toutes les démarches entreprises, les autorités locales n'ont jusque-là pas levé le plus petit doigt. Opération pré-hivernale, le ministre de l'eau et de l'assainissement était à Thiès-Nord pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de curage des canaux de drainage des eaux pluviales. Cheikh Tidiane Dièye exhorte les populations de Thiès à participer au curage pour permettre l'évacuation des eaux de pluie. Nous l'écoutons au micro de Charanta Diop et Saïla Dia. Malheureusement, ce canal important qui prend toutes les eaux de la ville quasiment pour les sortir est resté longtemps sans être curé. Et lorsque cette question a été portée à notre attention, nous avons dit qu'il faut mobiliser tous les moyens possibles et nécessaires pour venir rapidement le faire. Et nous espérons qu'une fois que ce canal sera curé pour cet hivernage-ci, nous allons pouvoir soulager considérablement la ville, puisque beaucoup d'eau qui viennent des autres quartiers transitent par ce canal pour sortir. Et nous avons mobilisé du matériel, vous l'avez vu ici, il y a des engins lourds qui seront mis à disposition pour faire le travail le plus rapidement possible. Je voudrais également lancer cet appel à cette population. Autant elle est là, elle est présente, elle nous aide, autant malheureusement par certains comportements récurrents qui sont devenus tenaces dans notre pays, c'est cette même population, certains, et malheureusement beaucoup, qui par ces comportements créent des difficultés. Ce canal, il y a beaucoup d'incivisme, c'est beaucoup de déchets. On a vu beaucoup de carcasses de moutons. Pourtant, avant la Tabaski, j'avais moi-même lancé un appel en disant les peaux de moutons, on ne peut pas les jeter dans les canalisations. Voilà la conséquence. Ça obstrue les voies de drainage des eaux et ça crée des inondations. Je voudrais encore une fois lancer cet appel pour que nous changions tous ensemble de comportement. Ce pays ne changera pas si nous ne changeons pas nous-mêmes. Il est trop facile de dire tout doit changer, mais ce sont les autres qui doivent le faire et ce sont les autres qui doivent changer. Il nous appartient chacun individuellement de nous évaluer, de nous analyser, de faire notre introspection pour dire est-ce que nous sommes le citoyen que nous voulons que tous les autres soient. Si nous ne pouvons pas répondre à l'affirmative, ça veut dire que nous ne sommes pas encore le citoyen qu'il faut pour impulser le changement qu'on veut dans notre pays. L'exportation des huîtres sénégalaises vers les pays de l'Union européenne, c'est le défi du nouveau directeur général de l'Agence nationale d'aquaculture. Samba Ka a entamé une tournée dans les régions de la zone centre. À Fatick, il a visité le site d'élevage des huîtres de Nemaba dans la commune de Toubacouta. Il annonce un meilleur accompagnement des femmes cueilleuses pour moderniser leur technique de travail. Les détails, c'est avec Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. En pirogue, le directeur général de l'Agence nationale d'aquaculture s'est rendu dans les bolons de Nemaba. Les cueilleuses de fruits de mer du village lui ont fait visiter leur site d'élevage des huîtres. Les techniques de travail de ces femmes se modernisent de plus en plus. L'Agence nationale d'aquaculture promet de continuer à les accompagner dans cette dynamique. On pousse ces femmes-là à moderniser donc l'activité un peu en utilisant des techniques modernes. Ce sont des espèces à très forte valeur ajoutée, notamment les huîtres, surtout quand elles sont vendues fraîches. Nous sommes là pour l'aquaculture et nous allons les accompagner. L'exportation des huîtres sénégalaises est un défi, mais avant, il faut améliorer la qualité sanitaire. On exporte nos ressources halieutiques, mais les coquillages n'en font pas partie. Ou en tout cas au sein de l'Union européenne, par exemple. Parce que tout simplement, la qualité sanitaire n'est pas encore authentifiée. Les sites ne sont pas classés, donc ça prend un minimum de recherche scientifique pour permettre d'accréditer nos sites, nos coquillages, pour avoir donc des agréments pour pouvoir exporter. L'écloserie de poissons de la ville de Fatick a également été visitée
visité. L'objectif du nouveau directeur est d'augmenter la production dans cette ferme piscicole aménagée depuis près de 10 ans. 46 000 alevins qui sont stockés donc dans cette écloserie-là. On devrait quand même d'augmenter la production au sein de cette écloserie. Quand on visite les locaux, on sait que c'est sous-productif en fait. L'écloserie donc a un problème d'eau, ça fait qu'on ne produit pas de larves de clarias en ce moment. Il y a des efforts à faire. De retour de Toubacouta sur la route de Fatick, le directeur général de l'ANA s'est arrêté à Ndiafat. Sambaka s'est imprégné de la culture de la spiruline, un produit peu connu mais pourtant cultivé au Sénégal. En général, quand on parle d'aquaculture, tout de suite les gens pensent aux poissons. Et pourquoi on a fait le choix d'aller voir des huîtres, ostréiculture, mais également algoculture, notamment la culture de microalgues. Ce sont des cyanobactéries. La spiruline, notamment, c'est d'une importance capitale en termes d'additifs alimentaires. Donc, on connaît toutes les vertus nutritives qu'il y a dans la spiruline. Donc, il faudrait vulgariser cette activité-là, la rendre plus accessible, plus connue par les Sénégalais. Donc, ça fait partie de nos objectifs de montrer donc qu'il est possible de diversifier. Il faudrait qu'on puisse avoir, par exemple, une ferme de spiruline, pourquoi pas dans chaque région du Sénégal. Moins de 2 mois après sa prise de fonction, le directeur général de l'ANA a entamé une tournée dans l'antenne centre de l'Agence nationale d'aquaculture. Cette antenne polarise les régions de Fatick, Thiès, Kaolack et Kaffrine. Forte pluie sur Matam, les populations du Dandé Mayo de nouveau replongées dans l'enclavement suite à l'effondrement de la déviation du pont de Nolomadji. Des difficultés dans le trafic vers cette zone qui commence à irriter les populations qui s'estiment négligées par les autorités. Le ministre des Infrastructures est en train toutefois de déployer ses équipes pour rétablir la circulation et accélérer la fin des travaux des nouveaux ponts en cours. Ali Bandalnian nous en dit plus dans ce reportage. Face à l'inquiétude des populations du Dandé Mayo, coupées du reste du pays depuis l'effondrement de la déviation à hauteur du pont de Nolomadji, le ministre des Infrastructures et des Transports mobilise les entreprises. Depuis quelques jours, tout le dispositif est en place pour tenter de rétablir le trafic. Et sur les rumeurs persistantes des populations faisant état d'une négligence des autorités sur les projets de désenclavement initiés par l'ancien régime, le directeur des infrastructures routières et du désenclavement monte au créneau pour rassurer les populations. Je dirais plutôt que le ministre avait été saisi et nous a transmis toute l'information et nous a instruit de prendre les dispositions les plus urgentes pour soulager les populations. Le ministre Malick Ndiaye, dès qu'il a reçu l'information, m'a instruit de voir avec Ageroute en tout cas les mesures appropriées pour assurer la continuité du trafic dans cette zone extrêmement importante de notre territoire. Ce qui s'est passé, c'est que dès lors que nous avons reçu cette information, nos équipes se sont déployées sur le terrain. Je veux dire les équipes de la Direction générale des infrastructures routières et du désenclavement et de Ageroute pour à nouveau inspecter l'ouvrage, mais aussi constater les faits sur les lieux, afin de nous donner les informations les plus précises pour que des dispositions puissent être prises. Comme pour parer à toute éventualité en cette période d'hivernage, le ministre des Infrastructures, via l'Ageroute, met la pression sur les entreprises en charge des travaux en finition du nouveau pont de Nabadji-Civol. Ce qu'il faudrait aussi dire, c'est que dans la même zone à Nabadji-Civol, l'État est en train de finaliser l'ouvrage de Nabadji-Civol qui permettra de rallier Koundel, qui est aussi dans la zone du Dandé Mayo. Cet ouvrage devrait être livré d'ici au plus tard le mois d'octobre au bonheur des populations de cette zone. De façon beaucoup plus globale, il faut dire que dans le cadre de l'aménagement de la route du Dandé Mayo qui est actuellement en cours, il est prévu de construire une dizaine d'ouvrages, dont l'ouvrage de Nolomadji qui sera reconstruit à neuf pour définitivement régler le problème dans cette partie de notre territoire. Comme l'avait annoncé le responsable local de l'Ageroute, un dispositif mécanique est bien en place sur tout le long du Dandé Mayo, prêt à intervenir après chaque forte pluie afin de rétablir le trafic sur tout le long. Sillonner les quartiers les plus démunis et consulter les personnes qui vivent avec des maladies en silence, c'est l'objectif de médecins issus de la Casamance. Ils étaient à Saint-Louis dans le quartier Khor où ils ont diagnostiqué plusieurs centaines de patients avec des infections chez les adultes mais aussi chez les enfants. Ces médecins vont par la suite orienter les malades dans des structures sanitaires plus appropriées pour une prise en charge au niveau de ces infrastructures. Ousseynou Diop et Abib Sek nous font le point.
Ces médecins réunis autour de l'association Ziguinchor Assistance Médicale ont pour objectif de consulter et d'orienter les patients qui souffrent de plusieurs pathologies et qui rencontrent beaucoup de difficultés pour se soigner. Ils étaient dans le quartier Horde de Saint-Louis où ils ont consulté et orienté des centaines de personnes vers l'institut sanitaire de la vieille ville. L'assistance médicale est une association à but non lucratif dont le but c'est de prôner, de favoriser l'accès des populations diminuées à des soins de santé de qualité. C'est pourquoi ce jour, on est venu ici à une prise en charge. Ces médecins veulent accompagner les patients qui souffrent en silence, qui parfois peuvent rester en rade au sein de la population. Et chaque fois qu'il y a un jeune médecin qui détecte effectivement une pathologie chronique, l'ordonnance est établie, mais surtout le patient est orienté pour rejoindre le système de santé, à savoir est orienté vers un spécialiste pour pouvoir faire le suivi par la suite. Sur le premier site, beaucoup de patients ont été consultés. Beaucoup de malades souffraient de maladies chroniques ou de maladies infectieuses. Nous avons constaté beaucoup de pathologies chez les enfants, mais également chez les adultes. Après ces consultations, nous allons essayer de les orienter vers les structures sanitaires pour une prise en charge. Dans la région de Saint-Louis, beaucoup de malades ont été consultés dans les quartiers. Les médecins issus de la région de Ziguinchor ont plaidé pour une prise en charge des malades, surtout ceux qui sont démunis. À Saint-Louis, nous sommes. À Saint-Louis, nous restons pour parler de ces directeurs d'école qui saluent les premiers actes du ministre de l'Éducation nationale et qui attendent la matérialisation sur le terrain. Ils veulent que le budget de fonctionnement soit alloué aux directeurs d'école pour assurer un enseignement de qualité dans des établissements scolaires où l'essentiel est dans un état de délabrement avancé et ne vivent que de contributions données par les parents d'élèves. Voici leur réaction au micro de Seynou Diop. Des actes, beaucoup d'actes qui ont été signés. Et il y a aussi beaucoup d'avancements qui ont été faits au niveau du secteur. Ces produits-là. Alors, les écoles sont en situation de délabrement avancé. Les écoles sont laissées à la communauté et que les moyens ne suivent pas. Les communautés n'ont pas des moyens pour prendre en charge totalement ces écoles-là. Donc ça pose problème. A signé beaucoup d'actes, mais aussi des nominations. Mais jusqu'à présent, réellement sur le terrain, on n'a encore rien vu. On sait qu'il y a la volonté, mais quand même, jusqu'à présent, les directeurs soufflent pour le bon fonctionnement des écoles. Nous avons énormément de problèmes. On a reçu des fonds, je pense que tout dernièrement, c'était en 2021. Depuis lors, on ne reçoit pas de fonds, on ne reçoit pas de budget. Nous fonctionnons avec la cotisation parentale. Et ça, c'est tellement minime parce que le recouvrement pose problème. Ce n'est pas tous les parents qui donnent. Le peu de choses que nous avons ne peut pas couvrir l'année scolaire. Et nos écoles sont des écoles budgétivores. À présent, cette performance au sein du lycée de Medina Wandifa, situé dans le département de Bunkiling, un lycée qui vient d'enregistrer sa toute première mention très bien en série S2. Il s'agit du jeune Yahyassi, 17 ans. Il habite à Medina Bokarsi, un village situé à 60 km de Sédhiou. Il est entré à l'école élémentaire à l'âge de 4 ans et la même année, il a démarré l'école coranique. Il a étudié dans des conditions très difficiles dans un lycée qui manquait de tout, bibliothèque, laboratoire, bloc administratif, salle de professeurs, bloc d'hygiène pour ne citer que cela. Le nouveau bachelier souhaite poursuivre ses études en intelligence artificielle. Un autre secret du petit Yahyassi, il n'a pas de téléphone portable. Son portrait nous est dressé par Bakary Conté et les images sont signées Khalid Diamé. 17 ans, le jeune Yahyassi a eu le bac avec la mention très bien, série S2 au lycée de Medina Wandifa. Bon, après ces résultats, ce n'est pas quelque chose qui m'avait surpris. Comme je l'ai dit, je m'attendais même à une mention excellente. Mais comme c'est ce que Dieu a fait, on en est fiers. Mais vraiment, c'était une fierté pour tout le monde, mes parents, ici, tout le monde, vraiment, c'était un jour spécial pour moi. Mes professeurs, vraiment, je les dis merci beaucoup. Vraiment, parce qu'ils ont porté le combat. Ils ont fait au-delà de leurs capacités, en fait. Et aussi, par exemple, l'administration aussi, le censeur, le proviseur. Le jeune Yahya habite à Medina Bokarsi, village situé à une 60aine de kilomètres de Sédhiou. Il est entré à l'école à l'âge de 4 ans. Suivant son grand frère, il a finalement démarré la classe de CI. Son grand frère partait à l'école, il le suivait. Lorsqu'ils sont arrivés, vu qu'il était trop petit, le directeur avait un effectif très important. Maintenant, pour diminuer certains, il faisait partie de ceux qu'on devait diminuer. Mais le maître qui devait l'avoir au CI
connaissant le grand frère de Yahya, qui était aussi tout le temps premier de sa classe, a demandé à ce qu'on lui donne une chance. Le matin, il allait à l'école française, le soir à l'école coranique. Je faisais aussi l'école coranique. Le soir, si on part de 8h à 13h, on part à l'école. Après, à partir de 15h, après le repas, on va aller dans l'école coranique. Yahya se souvient toujours de l'encadrement de son père lorsqu'il était encore tout petit. C'est lui qui nous encadrait. Mais quand même, il nous a encadrés. Des fois, on se disait même c'est notre ennemi. En fait, des fois, tous nos amis partaient jouer, tous nos amis partaient faire tout ce qu'ils voulaient. Mais nous, on était extrêmement encadrés. Des fois, même, on restait pendant la nuit en train d'apprendre. Vraiment, des fois, on dormait sur les cahiers. Ça. Même les cahiers, si tu regardes les cahiers, il y avait beaucoup de larmes sur les cahiers. Donc tout ça, mais quand même, aujourd'hui, je le félicite et je lui dis merci beaucoup. Après le CM2, il a été accueilli par la famille Cissé à Médina Wandifa. On n'a pas de lien de famille. Parce que ce sont des mandats, nous sommes des pôles. Mais dans le cadre de relations, vraiment, c'est comme c'est une famille en fait. On a tout fait ensemble. Oui, on m'a bien accueilli. Ce n'est rien manqué de rien. Le nouveau bachelier n'a pas encore de téléphone portable. Je n'ai pas grandi avec le téléphone. Donc je me suis dit que j'étais dans un moment très important de ma vie. Et souvent, quand on a un téléphone, souvent, il y a beaucoup de choses qui entrent, il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc je me disais que je vais avoir un téléphone. Mais comme que je n'ai pas de téléphone depuis le bas âge, donc peut-être ça peut être un frein pour moi. C'est pour cela que j'ai décidé de ne pas avoir de téléphone. Albert Einstein qui disait que la folie, c'est de faire deux choses différentes et vouloir le même résultat. Il veut poursuivre ses études en intelligence artificielle. Dans l'avenir, je veux être un ingénieur en intelligence artificielle. Parce que je vois que c'est un métier d'avenir. Parce que je vois que la télécommunication, la technologie de manière générale, ce sera le métier d'avenir. Et je vois que ici, nous au Sénégal, nous sommes un peu là-dessus. Et je crois que je peux exceller là-bas et pour sauver mon pays. Yahya a étudié dans un lycée sans labo, sans BST, ni de bibliothèque. Yahya est un élève qui est très sérieux, discipliné et travailleur, endurant parce qu'il a su garder le rythme depuis la classe de 3e. Vous savez que Yahya il a le profil d'un élève de S1. Donc on l'a fait faire la série S2 parce que les conditions n'étaient pas réunies. On n'a pas de bloc BST, on n'a pas donc de laboratoire. Ses professeurs, parents et lui-même tous sollicitent l'aide de l'État. Et demander aussi à l'État de nous aider pour le permettre d'étudier, ne serait-ce que dans les grandes écoles du Sénégal. Parce qu'on doit privilégier cette zone. Ce qui poussera les autres à croire, à dire que voilà, Yahya a réussi dans ces conditions, moi aussi c'est possible. Ces professeurs, parents et autorités locales invitent le ministère de l'Enseignement supérieur à s'occuper de ce dossier afin de voir le jeune Yahya continuer ses études dans de grandes universités. Félicitations à Yahya Sy et plein succès pour la suite. Retour sur cette scène d'altercation survenue au Parlement de la CEDEAO entre le député Guy Marius Sagna et des collègues africains heurtés par son discours très critique sur la responsabilité des chefs d'État africains dans l'état de pauvreté du continent. Il s'exprimait au cours de la session récente du Parlement de la CEDEAO et pendant que Guy Marius Sagna émettait ses critiques, il s'est vu opposer des réactions hostiles de deux de ses collègues parlementaires. Leur altercation a même conduit à une suspension temporaire de la session. Regardons. Plus riche de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire, mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez tutoir. Nous avons l'obligation d'être parlementaire tutoir. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Qu'est-ce que ça veut dire?
My phone is. Chers collègues, la séance est suspendue. Allez, on passe au sport avec cette grande affiche très alléchante pour les amateurs de lutte. Ce sera ce dimanche, confirmation pour Balla Gaye ou revanche de Tapha Tine. Rendez-vous donc ce dimanche à l'Arène nationale pour connaître le vainqueur du remake du combat qui avait tourné à l'avantage du natif de Guédiawaye en 2013. Une affiche où toutefois le géant du Bawol part favori avec les pronostics en sa faveur grâce à une meilleure dynamique de succès par rapport ou en comparaison en tout cas à son adversaire. Reportage Cheikh Sadibou Diarra. 11 années après la victoire de Balla Gaye 2 devant Tapha Tine, les deux mastodontes s'affrontent encore ce dimanche. Une revanche au moment où les adversaires sont sur des dynamiques opposées. Le leader de l'école de lutte Balla Gaye est sur une trajectoire en dents de scie. Après avoir participé à un tournoi où il avait pris l'avance de Bombardier, Bombardier l'a battu, il a battu Gris Bordeaux, Boy Niang l'a battu, donc il sort de 2 défaites et une victoire. Et le 21 juillet, il est dans l'obligation de gagner pour renouer avec le succès, pour se faire pardonner par ses fans, parce que beaucoup de gens disent que Balla Gaye 2 est fini et c'est à lui de montrer un autre visage que celui qu'il avait montré face à Boy Niang 2 le 1er janvier 2023. Pour le chef de file de Bawol Mbolo, elle coïncide avec la meilleure série de victoires de sa carrière. Il a beaucoup changé, tant sur le plan physique que sur le plan de la bagarre, que beaucoup sur le plan même mental, où depuis 9 ans il n'a pas connu la moindre défaite. Il sort d'une victoire importante face à Eumeu Sène. Tapha Tine reste sur 5 victoires consécutives pour avoir battu Gouye Gui, Yékini Junior, Boy Niang 2, ainsi de suite, de Bombardier, Eumeu Sène. Donc il est dans une très bonne dynamique. Autant de faits d'armes qui fait de Tapha Tine le favori du combat. Que Tapha Tine par favori. Mais favori ne veut pas dire gagner. Donc on devra s'attendre à un combat palpitant où la bagarre, je dirais, n'arrange personne. Parce que ces deux lutteurs ne sont pas de vrais bagarreurs. Bien, même si Tapha Tine, ses coups sont dévastateurs. La preuve, Bombardier en a connu les frais, Elton aussi. Donc je dirais à ces deux lutteurs de ne pas se bagarrer et de privilégier la lutte, parce que pour que le combat ne se termine pas par une décision médicale. Les amateurs viendront pour voir un combat où il y aura de la lutte pure et dure et que le meilleur gagne. Difficile alors de faire le pronostic sur le verdict du combat. Balla Gaye 2 part avec l'avantage psychologique face à Tapha Tine qui détient la forme du moment. L'équipe nationale de beach soccer du Sénégal est présentement à Conakry. Elle va affronter ce dimanche à partir de 16h son homologue de la Guinée pour le compte de la manche allée des éliminatoires de la CAN 2024, une CAN qui se déroulera en Égypte. Un derby sans grande appréhension pour le sélectionneur national Omar Ngalla Sylla, qui regrette juste les péripéties liées au voyage. Je vous propose de le suivre au micro de Cheikh Sadibou Diarra. On est arrivé ici en Guinée malgré une longue attente à Dakar parce qu'il y avait un problème de vol et on a attendu longuement, donc de 15h jusqu'à 22h avec la compagnie on avait des problèmes. Donc maintenant, alhamdoulilah, on est là, on vient de prendre juste notre déjeuner et après dans quelques heures on va aller au terrain pour faire notre séance avant le match de demain. L'équipe se porte bien et pour l'instant on ne sait pas encore le terrain. Mais je pense que l'état d'esprit est bon. Et on quitte la plage pour les parquets basketball ce samedi, les finales de la Coupe du maire de Dakar, en ce moment même au stadium Marius Ndiaye, l'affiche Dakar Université Club contre US Ouakam chez les messieurs. En levée de rideau chez les dames, l'AS Ville de Dakar a surclassé Guédiawaye Basket Academy sur le score de 75-44. La moisson continue donc pour les protéger
de l'entraîneur Moustapha Gueye. Voilà qui met un point final à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programme en notre compagnie et bonne soirée à toutes et à tous.